Il s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres au palais présidentiel. Lors de ce conseil présidé par le chef de l'État, plusieurs sujets ont été abordés, notamment la couverture maladie universelle et la gestion intégrée des ordures ménagères. Le nombre des membres du bureau de la commission centrale de la CEI passe désormais de 6 à 9, mais l'effectif complet, lui, reste de 17 membres. Les députés ont adopté ce mercredi le projet de loi portant la modification. Et puis, la Côte d'Ivoire vient de gagner 11 points. Elle passe du 158e rang en 2014 à la 147e place en 2015, d'après le dernier classement de la Banque mondiale dans son rapport Doing Business 2015. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où s'est tenu un conseil des ministres ce mercredi. Il était présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Entre autres sujets abordés, la couverture maladie universelle et la gestion intégrée des ordures ménagères, une tâche confiée désormais à un consortium américain. Awa Touré, compte rendu. Transparence et rigueur dans la gestion des finances publiques. La Côte d'Ivoire se dote d'une juridiction suprême de contrôle. Le Conseil des ministres a adopté dans ce cadre un projet de loi organique en application de l'article 102 de la Constitution qui crée la Cour des comptes en lieu et place de la Chambre des comptes de la Cour suprême. La mise en place donc de cette institution s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui est de créer un cadre réglementaire de bonne gouvernance afin de répondre non seulement à l'impératif d'efficacité du système juridictionnel, mais également à l'attente des citoyens soucieux de la transparence et de la rigueur des finances publiques qui sont exigées aussi bien par les partenaires au niveau mondial et également qui sont des principes nécessaires à la bonne gouvernance. Le gouvernement prépare aussi activement le démarrage effectif de la couverture maladie universelle. Le Conseil a approuvé le contrat de partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et la société SNEDAI. Pour la mise en place d'un système d'enrôlement biométrique des assurés de la CMU et d'un applicatif de gestion de la CMU ainsi que son environnement matériel et logiciel. Redorer l'image d'Abidjan à travers une gestion intégrée et moderne des déchets, c'est la mission assignée au consortium Vice Solutions qui, après appel d'offres, a reçu délégation de services publics. Alors, cette concession permettra donc définitivement de mettre un terme aux menaces sur l'environnement et aux nombreux risques sanitaires auxquels sont exposées les populations. Le Conseil des ministres a également fait le point sur l'état d'avancement du déménagement des artisans ferrailleurs d'Adjamé en Dautré. L'opération de déménagement donc des ferrailleurs et garagistes du site d'Adjamé s'inscrit, comme vous le savez tous, dans le cadre de la revalorisation et de la professionnalisation de ces artisans, avec la construction de la casse moderne d'Abidjan qui est donc prévue sur le site de Dautré. Alors, il faut savoir que le déménagement des artisans ferrailleurs garagistes sur le site aménagé donnera lieu au démarrage des travaux de la construction de la nouvelle gare, puisque c'est ce que nous attendons pour démarrer les travaux de la nouvelle gare routière d'Adjamé. Et puis une communication relative à la prise en charge du cancer du sein et des hépatites virales dans le cadre des programmes Accès Roche Cancer du sein et Accès Roche Hépatite virale a été adoptée en vue de consolider la riposte nationale face à ces pathologies. Le Conseil des ministres terminé, le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec Robert Jackson, le sous-secrétaire adjoint américain aux affaires africaines. Au centre de cet échange, l'épidémie d'Ebola, les élections de 2015 en Côte d'Ivoire et les avancées économiques pour le pays. Les précisions avec Maïsako. Robert Jackson, sous-secrétaire adjoint américain aux affaires africaines, a rencontré ce lundi à la primature le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Au nombre des sujets abordés, l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit en ce moment, notamment en Afrique de l'Ouest. Nous avons une équipe qui centre pour le contrôle de maladies ici sur place en permanence. Ils travaillent étroitement avec le gouvernement. Mais le message que j'aimerais renforcer, c'est très bien qu'on a réussi à éviter l'Ebola jusqu'ici, mais il faut
également regarder les cas du Sénégal et du Nigeria qui ont pu contrôler. L'élection présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire a été aussi évoquée au cours des échanges. USAID finance une formation avec la commission électorale. Nous avons tout un programme pour accompagner le gouvernement et les partis politiques dans les élections. Et je crois que nous assisterons aux élections crédibles et paisibles. Le sous-secrétaire adjoint américain aux affaires africaines a salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années. Quand on regarde les changements et le taux de croissance ces dernières années, c'est très impressionnant. Et je dois dire que ça fait 13 ans que je suis, depuis que j'étais en poste ici, et je vois beaucoup de changements, beaucoup de construction, beaucoup d'améliorations. Et la ville est nettement plus propre. Au dire du sous-secrétaire adjoint américain aux affaires africaines, Washington entend accompagner la Côte d'Ivoire dans ses différents processus. Le nombre des membres du bureau de la commission centrale de la CEI passe désormais de 6 à 9, même si l'effectif complet lui reste de 17 membres. Un président, 4 vice-présidents, un secrétaire et 3 secrétaires adjoints. Les députés ont adopté ce mercredi le projet de loi modificatif. Avant, ils se sont intéressés à 8 autres projets de loi à ratifier par le président de la République. Compte rendu. 8, c'est le nombre de projets de loi qui étaient ce mercredi sur la table des députés. Ce sont des traités, conventions et protocoles internationaux, tous relatifs à l'aviation et à la sécurité aéronautique pour l'ouverture sur le monde de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, leurs ratifications ont été autorisées par les parlementaires. Outre ces 8 projets de loi, un autre a été adopté ce jour. C'est celui portant modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la CEI. Le présent projet de loi modificatif vise à créer un poste de 4e vice-président et 2 postes de secrétaire adjoint. Le réajustement ainsi opéré n'entame ni la composition initiale de la commission centrale, ni l'effectif de ses membres qui est toujours de 17. Et cela a été fait toujours dans le cadre des discussions politiques permanentes entre le gouvernement et l'opposition. Et nous, en tant que représentants du peuple, il était bon que nous nous inscrivions dans cette optique-là, c'est-à-dire dans le sens de la paix. Et c'est ce que les élus du peuple viennent de faire en acceptant vraiment le réajustement qui a été demandé et proposé par le président de la République, par le gouvernement. Chacun aspire à la paix. Si cela peut apporter l'entente de tout ce qui peut nous rapprocher, moi je pense que c'est bon. Tout ce qui a été adopté a été vraiment favorable et c'est bon. Nous voulons saluer cet acte-là. Cela démontre que effectivement le chef de l'État est prêt à ce que la Côte d'Ivoire ne brûle plus, à ce qu'ensemble les Ivoiriens se mettent ensemble pour que les élections qui viennent soient apaisées. Pour l'ensemble des députés, ce projet de loi modificatif est un autre pas vers la consolidation de la paix. La paix en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui vient encore de faire un bond en avant. Elle passe du 158e rang en 2014 à la 147e place en 2015, gagnant ainsi 11 points et se maintient dans le top 10 des pays réformateurs au monde et le 2e en Afrique subsaharienne. C'est le rapport Doing Business 2015 de la Banque mondiale qui le dit et les précisions sont de Noël Gagnon. Doing Business 2015, la Côte d'Ivoire se maintient dans le top 10 des pays réformateurs au monde. Mieux, elle gagne 11 points. De la 158e place en 2014, la Côte d'Ivoire est désormais classée 147e sur 189 économies couvertes par le rapport. Dans la sous-région, la Côte d'Ivoire vient en 2e position derrière le Sénégal. À l'origine de cette performance, 3 paramètres selon le directeur des opérations de la Banque mondiale. La constance dans la dynamique des réformes et leur appropriation. Le deuxième, c'est un leadership fort et d'une vision politique clairement affichée. Et le troisième, c'est l'engagement de tous les acteurs, publics et privés, en faveur d'un climat des affaires
propre à créer les conditions pour l'investissement privé, que ce soit national ou que ce soit international. Des paramètres qui procèdent d'une vision et d'un mot, le travail. Je pense que cette performance a une seule explication. Le travail et le travail. Puisque, conformément donc à la volonté du président de la République, le gouvernement est au travail pour mettre en œuvre sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Fort de cette vision, de nouvelles réformes ont été faites. Il s'agit entre autres de la facilité de création d'entreprises en réduisant les fonds propres requis et en baissant les frais de notaire, l'amélioration de l'accès à l'information sur le crédit, le transfert des propriétés rendu plus facile du fait de la numérisation informatique du cadastre. Le phénomène du racket sur les routes ivoiriennes est-il en baisse? La réponse est oui, si l'on s'en tient aux résultats de cette enquête menée récemment sur le terrain par la Banque mondiale et l'UNCA, l'École nationale des statistiques et de l'économie appliquée. Ces résultats ont été remis cet après-midi à Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Adama Kamagate, Abou Sanogo. Ousmane Diagana est porteur d'une bonne nouvelle au ministre de l'Intérieur. Le représentant résident de la Banque mondiale est venu annoncer que le racket sur les routes est en baisse. La pratique a reculé de 13,94%. Une légère baisse qui tout de même indique que les mesures prises par le gouvernement pour éradiquer les tracasseries routières commencent à porter leurs fruits. Nous avons pu constater ensemble que le phénomène diminue. On est sur une tendance baissière, mais qu'elle persiste. Et le ministre d'État, suite au rapport qui a été fait, nous a détaillé les mesures qu'il avait déjà prises et qu'il continue de prendre pour que ce phénomène-là, donc de raquettes sur les routes en Côte d'Ivoire, sur les différents corridors que la Côte d'Ivoire a avec ses pays voisins, puisse véritablement disparaître. Réduire considérablement les raquettes sur les routes, c'est l'objectif du gouvernement. Le rapport de l'enquête commandité par la Banque mondiale servira de base pour définir des actions efficaces, a rassuré le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Donc ce rapport est une bonne base de travail pour nous. Et nous allons voir avec nos collaborateurs de sorte à en tirer un plan d'action précis qui pourra cibler les problématiques et les zones d'ombre que ce rapport met en évidence. Cette enquête s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la bonne gouvernance et à la revitalisation des entreprises. Et la lutte contre le racket en constitue une composante majeure. Un fléau qui fait perdre environ 100 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire tous les ans. Le 20e salon du chocolat de Paris s'est ouvert hier dans la capitale française. Le rendez-vous enregistre la présence de nombreuses personnalités, dont Dominique Ouattara. La première dame de Côte d'Ivoire et marraine de l'événement. Elle a prononcé hier mardi, lors de la soirée inaugurale de ce salon, un important discours où elle indiquait que la lutte contre le travail des enfants est la priorité de ses actions. Le salon prendra fin dimanche prochain. À présent, voyons ensemble le bilan des 20 années d'existence de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, réunie à Ouagadougou la semaine dernière pour la célébration de ce 20e anniversaire. Les acteurs avec à leur tête les présidents des États membres ont dressé ce bilan. Ils ont aussi évoqué les défis que l'Union se doit de relever. On en parle avec Ali Diarasouba. 20 ans de vie de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine vient ainsi d'atteindre l'âge de la maturité. L'institution sous-régionale regroupe 8 pays ayant en partage l'usage du franc CFA, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, qui couvrent une superficie de plus de 3,5 millions de kilomètres carrés et compte plus de 80 millions d'habitants. 2 décennies passées à essayer de construire autour de la monnaie commune, le franc CFA, un espace économique harmonisé, favorable à la libre circulation des biens, capitaux, services et personnes. L'UEMOA s'est construite en se dotant de politiques et programmes hardis et en déployant dans l'ensemble des États membres des projets concrets qui en font aujourd'hui un modèle d'intégration cité en exemple sur le continent.
C'est ainsi qu'un pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité organise la conduite de nos politiques macroéconomiques. L'union douanière est acquise avec la libéralisation des échanges intercommunautaires et l'institution d'un tarif extérieur commun. L'UEMOA, c'est aussi la réalisation de nombreux projets communautaires concrets. D'autres sont en cours dans le cadre du programme économique régional. Ils concernent notamment les secteurs d'hydraulique villageoise, les infrastructures routières, l'aménagement hydro-agricole, la sécurité alimentaire, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, la santé humaine et animale. Aujourd'hui, l'UEMOA peut se targuer d'avoir une monnaie stable. Le taux de croissance dans l'espace est passé en moyenne à 6%, avec des pointes de 10% dans certains pays de l'Union. Cependant, ce qu'il faut améliorer, c'est le niveau des échanges intracommunautaires qui restent en deçà des 20%. Aussi, plusieurs autres défis restent à relever pour atteindre le seuil d'intégration tant souhaité. Ces défis ont pour nom le parachèvement et la consolidation de l'union douanière, la mise en œuvre effective des réformes communautaires, la paix, la sécurité des personnes et des biens et sécurité alimentaire, l'eau potable pour tous, le financement de nos économies, entre autres. La principale équation à résoudre à part l'union est sans nul doute la libre circulation des biens, capitaux et personnes. C'est la clé de voûte qui consacrera l'union des États et l'union des peuples. En effet, c'est sa résolution qui donnera une âme à notre union. C'est la libre circulation des biens et singulièrement des personnes qui fera de notre union non seulement un espace économique, mais également et surtout consacrera l'union de nos peuples engagés dans le combat pour forger un destin commun. Selon les dernières estimations, le produit intérieur brut de l'Union est attendu en hausse à 7,2% en 2014, après 5,7% en 2013, soutenu par le regain de dynamisme attendu de l'ensemble des secteurs d'activité. L'Union est tirée vers le haut par la Côte d'Ivoire, pays qui constitue la locomotive tant ses performances économiques sont importantes. La Côte d'Ivoire pèse un peu plus de 30% du produit intérieur brut de l'Union. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire crée le tiers de la richesse qui est produite au sein de l'Union. Les faits parlent d'eux-mêmes. La Côte d'Ivoire, c'est la locomotive, c'est le moteur de l'UEMOA. Nous avons un rôle extrêmement important et l'un des chantres de cette intégration à travers l'UEMOA, c'est le président de la République, le président Alassane Ouattara. Ce 20e anniversaire de l'UEMOA a aussi été l'occasion de se pencher sur les problèmes communs liés à la consolidation de la paix et à la sécurité au sein des États, gage du développement de l'économie régionale. Une attention soutenue doit être accordée à la mise en œuvre du chantier commun, paix et sécurité, en réponse aux diverses menaces qui brident nos efforts de développement et qui se posent en termes de montée du terrorisme, des extrémismes religieux, de la criminalité transfrontalière et depuis peu, hélas, de l'épidémie de fièvre à virus Ebola. Après 20 années d'existence, l'UEMOA est à la phase de maturité. Elle se doit donc de se projeter dans l'avenir si elle veut demeurer une organisation de référence en Afrique et dans le monde. C'est d'ailleurs ce que renferme le thème de ce 20e anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, 20 ans, la voie d'un développement solidaire. Voilà pour le chapitre économie de ce journal. Depuis lundi, les agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME observent un arrêt de travail. Ils réclament entre autres des indemnités, la mise en place d'un profil de carrière et l'amélioration de leurs conditions de travail. Des négociations sont en cours entre la tutelle et le syndicat national des agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Les éclairages de Francis Boifou. 3 jours que dure la grève des agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Une grève pour demander à l'État de Côte d'Ivoire l'octroi des indemnités sur la base indiciaire pour mener à bien leur mission de contrôle, de surveillance de marché et de lutte contre la vie chère. Au-delà, les agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions,
sont exposés à plusieurs risques, ont voulu, selon que le président de la République a accepté le principe qu'on puisse accorder des avantages aux agents du ministère du Commerce, nous ne comprenons pas pourquoi. Depuis le 28 juillet à ce jour, ces indemnités ne nous ont pas encore été octroyées. La tutelle se dit préoccupée. Elle a initié depuis ce lundi des négociations avec le syndicat des agents grévistes. Sur les 4 points de revendication, nous avons pu trouver ce matin un point d'accord sur la question du profil des carrières, la question des primes trimestrielles. Alors sur ce point, les agents recevaient en moyenne 140 millions par trimestre qui nous étaient reversés par le Trésor. Et il s'avère que ce trimestre, le Trésor nous a reversé 57 millions. Mais il nous explique qu'il y a eu des problèmes internes. Suite à cela, le ministre a lui-même demandé un audit de la structure du commerce extérieur pour savoir l'assiette de répartition des recettes. En attendant, tous les services et directions sous tutelle du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME restent fermés, à en croire les grévistes. Le Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris va installer une délégation ici à Abidjan. Ce centre pour le renforcement des capacités des diplomates, experts, fonctionnaires internationaux et décideurs entend, par sa présence en Côte d'Ivoire, accompagner le pays dans sa marche vers l'émergence. Un séminaire de lancement est prévu demain, jeudi, en collaboration avec le Conseil de l'Entente. Adama Koné. Après Rabat et Dakar, le Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, CEDS, s'installe à Abidjan. Spécialisé dans le renforcement des capacités dans les domaines de la gouvernance internationale, de l'analyse géostratégique et de la coopération internationale, le CEDS veut être parmi les partenaires actifs de la Côte d'Ivoire au moment où le pays négocie un virage important de son développement. Dans un contexte où la Côte d'Ivoire a démontré ses facultés de résilience à la suite des événements que nous avons connus, de venir ici à Abidjan, nous installer pour apporter notre contribution à tous les efforts en cours pour faire de ce pays une plateforme de projection de développement économique et social de toutes les populations ivoiriennes et même de la sous-région. Je connais des hauts fonctionnaires en Côte d'Ivoire qui sont inscrits au CEDS à Paris et qui doivent régulièrement payer un billet pour se rendre à Paris pour suivre les séminaires. En mettant le centre ici à Abidjan, cela fait vraiment une économie importante et permettrait à plusieurs dirigeants de s'inscrire dans cette formation. Un séminaire de lancement des activités a lieu ce jeudi en présence du Premier ministre. Les portes du centre d'études s'ouvriront effectivement dans 2 mois, ce qui aura l'avantage de réduire considérablement le coût de formation post-universitaire. Nous sommes le 29 octobre et comme le 29 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée des AVC et les accidents vasculaires cérébraux. L'objectif de la journée est de sensibiliser les populations sur les facteurs de risque de cette maladie. Quelles sont les conséquences des AVC, qui peut en être victime et quels sont les moyens de prévention? Noussangare et Serge Kongoma. Première cause de paralysie dans le monde, deuxième cause de mortalité après le cancer et les maladies cardiaques. Les maladies vasculaires sont les principales causes d'hospitalisation dans les services de neurologie. Le taux de mortalité causé par les AVC est estimé à environ 25% en Côte d'Ivoire. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette attaque cérébrale. L'hypertension artérielle, c'est un puissant facteur de risque vasculaire. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les maladies cardiaques. Il y a le tabac aussi qui est un facteur favorisant d'AVC. Il y a aussi le cholestérol en excès. Il y a aussi les antécédents familiaux. L'alcool aussi est un puissant facteur d'AVC, surtout d'AVC hémorragique. Également, le fait que vous ne menez aucune activité sportive peut occasionner aussi est un facteur de risque d'AVC. Les conséquences de l'accident vasculaire cérébral sont dramatiques. Lorsqu'il s'agit d'un AVC hémorragique qui tue très facilement, le sujet peut perdre la vie. Ça, c'est la première conséquence. Mais lorsqu'il n'est pas décédé et qu'il arrive à s'en sortir et qu'il rentre à la maison, la deuxième chose, c'est de pouvoir récupérer les signes
qu'il a perdu, c'est-à-dire s'il a eu une hémiplégie, s'il a eu la paralysie, il faut qu'il récupère. Un sujet qui a perdu la mémoire, il peut avoir des séquelles. Il peut rester tout le temps en train d'oublier. Dangereux, certes, mais il existe des moyens de prévention. S'il est hypertendu, il faut qu'il prenne bien ses médicaments afin d'éviter des poussées hypertensives. S'il est diabétique, il faut normaliser les chiffres glycémiques. S'il est obèse, il faut qu'il perde du poids. S'il est sédentaire, il faut qu'il fasse des activités sportives. S'il a un taux de cholestérol élevé, il faut qu'il prenne ses médicaments pour que cela puisse se normaliser, ainsi de suite. L'accident vasculaire cérébral est célébré dans le monde chaque 29 du mois d'octobre. Afoussiata Bambalamine, la ministre de la Communication, par ailleurs cadre du Rassemblement des Républicains, était hier dans la commune de Bingerville. Elle est allée à la rencontre des militants de son parti pour leur expliquer les enjeux de l'appel de Daoukro et les exhorter à la mobilisation autour des idéaux du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Mieux faire comprendre la portée de l'appel de Daoukro lancé par le président du PDCI, Henri Konan Bédié. C'est le sens de la visite du ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, cadre du Rassemblement des Républicains à Bingerville. Et ce à la faveur de la mission d'explication que lui a assignée la direction de son parti. Saisissant donc l'occasion, l'émissaire du RDA a expliqué aux militants et sympathisants du parti les enjeux de cet appel. Cet appel est historique parce que un monsieur qui est en train de permettre à notre pays de revenir d'aussi loin en si peu de temps, de faire toutes ces prouesses, il faut le soutenir, il faut l'encourager. C'est pour cela que le président Bédié s'est dit qu'il ne pouvait pas faire autrement que de soutenir la candidature d'Alassane Ouattara pour l'élection de 2015. Afoussiata Bambalamine exhorte les militants du Rassemblement des Républicains à la mobilisation autour de la candidature du président Alassane Ouattara en 2015. Du fait de cet appel, il faut qu'on se mobilise tous pour être derrière notre candidat pour qu'il soit réélu triomphalement en 2015, dès le premier tour. Les différents intervenants qui adhèrent à l'appel de Daoukro s'engagent à accorder un second mandat au président Alassane Ouattara en 2015. Reportage signé Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire a célébré du 27 au 29 octobre la 8e édition des Journées mondiales du patrimoine audiovisuel. L'archivage audiovisuel face au passage du numérique. Voilà le thème de ces festivités qui visaient à montrer l'importance de protéger et sauvegarder le patrimoine audiovisuel. Serge Koléa a fait l'état des lieux des archives du patrimoine audiovisuel en Côte d'Ivoire. Il a rencontré le chef du service documentation et des archives et du ministère de la Communication. Quel est l'intérêt d'une telle journée en Côte d'Ivoire? Cette journée vise à sensibiliser le public, vise également à sensibiliser les autorités et même les professionnels de l'action documentaire sur l'importance de ces documents et l'importance de les sauvegarder en vue de tirer le maximum de ressources. Donc, quel état de lieu on fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire en ce qui concerne les archives audiovisuelles? D'une façon générale, nous avons une grande partie de nos ressources, des archives audiovisuelles qui sont détenues par la RTI, mais des études ont également démontré qu'une partie importante est également détenue par des particuliers ou même par des structures qui existent ici et là. Donc il est important de faire l'état des lieux de tout ce patrimoine et de faire en sorte que ces documents qui sont dignes d'intérêt pour l'État puissent être préservés. Alors aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand on a besoin d'archives audiovisuelles, on est obligé de se retourner vers la France, vers l'INA de Paris. Est-ce que cette situation peut être réglée dans les meilleurs délais avec cette politique d'archivage, cette politique de développement de nos patrimoines audiovisuels? Oui, bien sûr. Vous savez que le ministère de la Communication a initié un projet qui vise à créer un conservatoire national de l'audiovisuel.
Il y a également un certain nombre d'organismes, notamment l'UNESCO, notamment l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui s'intéressent à la question des archives audiovisuelles. Il est question de travailler ensemble et faire en sorte que ce projet puisse phagocyter toutes ces archives qui sont détenues, je le disais tantôt, par la RTI et par toutes les structures, par des particuliers. Est-ce qu'on peut espérer avoir véritablement toutes nos archives audiovisuelles, à commencer par la création de la RTI depuis les années 60? C'est à partir de l'an 2000 que les premiers supports ont commencé à être sur le support numérique. Tous les documents que nous avons produits avant cette période sont encore à l'étape analogique, malheureusement. Comment donc franchir le cap analogique numérique aujourd'hui? C'est le gouvernement qui peut accompagner valablement ce projet. Et donc nous attendons que le gouvernement, à travers sa journée, puisse prendre un certain nombre de décisions dans le sens de la conservation de notre patrimoine audiovisuel. Kinshasa, Bouaké ou Abidjan, où se déroulera le match retour Sierra Leone-Côte d'Ivoire. On se le demandait bien et la réponse à cette question est toute trouvée. La décision de la Confédération africaine de football est tombée cet après-midi même. Le match aura bel et bien lieu en Côte d'Ivoire le samedi 15 novembre prochain. Sur les lignes arrière, on va donner encore la possibilité aux Sierra Leonais pour ouvrir le score. Objet de nombreuses discussions plusieurs jours durant, l'opposition Leon Stars de Sierra Leone, éléphant de Côte d'Ivoire, comptant pour la 5e journée éliminatoire de la CAN de football de 2015, aura lieu finalement au stade Félix Houphouët-Boigny le vendredi 15 novembre prochain à 15h tapante. Étant donné que les deux adversaires les plus sérieux de la Côte d'Ivoire dans ce groupe D, le Cameroun, premier au classement avec 10 points, la République démocratique du Congo, deuxième, 6 points à l'issue de la 4e journée, avait reçu la Sierra Leone à domicile pour leur double opposition pour cause d'Ebola en Sierra Leone, il eût été injuste que la Côte d'Ivoire ne reçût pas les Leon Stars 2 fois à Abidjan. Tout est donc bien qui finit bien. Il reste aux éléphants de tirer profit de la situation avant le match impitoyable de la dernière journée de ces éliminatoires face aux Lions du Cameroun. Leon Stars de Sierra Leone, éléphant de Côte d'Ivoire, se jouera sous l'administration d'un trio arbitral malien conduit par M. Koman Koulibaly. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. À demain 23h sur la chaîne qui rassemble.